Et bienvenue sur les chaînes YouTube et Twitch de l'école Hexagone. Vous êtes toutes et tous bienvenus. Alors avant qu'on démarre un petit peu ce live et voir un petit peu de quoi on va parler, j'aimerais avoir vos retours. Je vois que vous êtes 3 et 3 pour le moment connectés sur YouTube et Twitch. Donc savoir si vous m'entendez correctement. Bonjour, du coup je vois hello. Donc voilà, confirmez-moi que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, qu'il y a bien la petite musique en fond. Normalement j'ai préparé ça, qu'elle n'est pas trop forte ou pas assez. Ok, donc ça a l'air d'être pas trop mal de ce que je vois. Donc aujourd'hui on va du coup lancer cette série de live pour l'école Hexagone. Donc je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur web et mobile indépendant. Je donne des cours dans plusieurs écoles et centres de formation, notamment depuis un peu plus de 2 ans maintenant à l'école Hexagone, qui est donc un établissement d'enseignement supérieur privé hors Parcoursup, qui va vous former, si vous souhaitez y postuler, pendant 5 ans. Donc former des architectes des systèmes d'information, que ce soit du coup sur de l'informatique généraliste, en intelligence artificielle pour un des premiers parcours, donc une spécialisation que vous pourrez choisir à partir de la 4e année, ou en cyberdéfense. Donc il y a plusieurs parcours, en tout cas plusieurs spécialisations. Alors l'école propose un bachelor de 2 ans, donc où là vous serez en tant qu'étudiant 2 jours par semaine, puis avec une possibilité d'alternance à partir de la 3e année. Je vous l'ai dit, après cette 3e année, donc en 4e, vous choisissez une spécialisation, soit vous choisissez de rester sur quelque chose d'assez généraliste au niveau de l'informatique, donc il y a le parcours, en tout cas la spécialisation IT, soit vous choisissez de vous spécialiser en intelligence artificielle, soit vous choisissez en cyberdéfense. Donc voilà, pour présenter globalement l'école, je me suis présenté également rapidement, je pense que ça suffira. Si en tout cas c'est pas clair ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser les questions sur le chat. Je vais d'ailleurs y jeter un œil. Alors on entend bien. C'est bon, on n'entend pas la musique, il y a un décalage son et image. Ah, c'est possible. Son et image, je ne vais pas pouvoir y faire grand chose. Je peux augmenter la musique de fond. Voilà, vous me direz si c'est un poil mieux ou pas. Très bien. Bon, bah ça c'est super, commence à y avoir du monde, on est 7, magnifique. Très bien, bah écoutez, ce que je vous propose c'est de démarrer. Donc pourquoi déjà lancer cette série de live? L'idée c'est de vous faire découvrir un petit peu la programmation, que vous soyez en reconversion, réorientation professionnelle, ou que vous soyez étudiant ou plutôt élève en lycée, en spécialité NSI, vous avez peut-être entendu parler du langage de programmation Python, qui est adressé souvent aux débutants, aux novices, et sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui. On va apprendre un petit peu les bases de ce langage-là, qui sont en réalité les bases de la programmation dans plein d'autres langages de programmation, donc, en développant un petit jeu très très simple, qui sera un juste prix si vous voulez. Et si on a le temps, on essaiera de se faire un petit pendu également, de développer un pendu. Donc tout le monde a joué je pense au pendu étant plus jeune, et donc pour ça j'ai des supports que je vais vous présenter, et au terme de ce cours là d'une heure, on arrêtera un petit peu avant 22h d'ailleurs, je vous ai préparé également un petit Kahoot. Donc Kahoot c'est un petit quiz en ligne où vous pourrez toutes et tous participer et espérer gagner donc ce live là. Pour cet épisode là, ce premier, on offre 2 places pour le Paris Fan Festival, donc un festival sur la pop culture. Donc n'hésitez pas à essayer de participer, il suffit de bien suivre le cours que je présente maintenant, et à la fin vous aurez toutes les réponses. Alors le but ce sera de répondre bien sûr juste, mais de répondre le plus vite possible pour espérer atteindre la première place et repartir avec ces beaux cadeaux. Très bien, je pense avoir plutôt bien résumé les choses, donc on me dit que c'est sympa, très bien, parfait. Ok, alors du coup je vais passer en partage d'écran. Et c'est parti. Alors confirmez-moi, alors d'ailleurs je partage pas le bon écran. Petite seconde. Alors pourquoi il reste bloqué ici? Partage d'écran. Pourtant Alors 2 petites secondes le temps que je règle ça. Capture d'écran. Pourtant c'est bien une capture d'écran. Est-ce que vous voyez, dites-moi si vous voyez Kahoot à l'écran, ou si vous voyez un PDF introduction à la programmation en Python. Moi je diffuse ça sur mon écran, mais j'ai l'impression qu'on ne le voit pas sur Twitch. Alors confirmez-moi dans le chat, en tout cas expliquez-moi ce que vous voyez, décrivez-moi ce que vous voyez dans le chat, et en fonction j'ajusterai. Je pense pas partager le bon écran. Ouais, on voit Kahoot, ok, merci Nana. Alors très bien, je vais changer les choses. Comment je pourrais m'y prendre? Je vais supprimer le partage d'écran, on voit le Kahoot, ok. Allez hop, voilà, donc là normalement vous voyez plus
plus que le logo, c'est normal. Donc les soucis techniques, on en a déjà eu au niveau du timer. Donc bon, c'est la première fois, donc on sera compatissant. Capture d'écran macOS, magnifique. Ok, je vais l'appeler comme ça. Capture d'écran. Magnifique. C'est pas très beau. On va faire ça, ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On y était presque. Je le refais. La musique est un peu forte. Allez, je vais la baisser un peu. Voilà. Ok. Tac, tac. Et il n'y a plus qu'à l'adapter. Adapter à l'écran. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors simplement, il faudrait remonter du coup. Excusez-moi, j'aurais dû le prévoir avant ça. Tic, tic, tic. Transformer, remonter. Placer tout en haut, voilà, on revoit ma tête et on va remettre le logo hexagone devant également, remonter tout en haut. Tic, 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 tic. Non, ça marche pas. Ordonner, déplacer tout en haut, voilà. Allez, il n'y a plus qu'à placer bien l'écran et on est pas mal. Ça y est, on voit le PDF, on nous dit très bien. Bon. Allez, on va pouvoir commencer. Donc je vous ai préparé effectivement un petit support, histoire qu'on soit à peu près orienté. Alors ça s'adresse vraiment à tes tout débutant, hein. On va découvrir les toutes bases de comment on appelle ça, de Python. Je vais juste remettre ma tête, voilà, en haut, sinon on ne me voyait pas. Donc je disais les toutes bases de Python. On va apprendre comment l'installer, qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce que sont les conditions, etc. Et on va essayer avec ces outils-là de développer notre premier jeu, à savoir un pendu. Donc on avance un petit peu. Donc les bases du langage. Donc Python, et ça va être intéressant et important pour le caout de fin de live. Python, donc c'est un langage de programmation, je vous l'ai dit, assez populaire parce qu'il est assez simple d'utilisation. En plus de ça, sa syntaxe est accessible, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus avec le temps du langage de l'anglais en fin de compte, hein, tout simplement. Et puis il peut être utilisé dans des contextes multiples, aussi bien pour les développeurs web, côté front ou back, donc côté programmation des serveurs ou côté développement visuel si vous voulez, autant au niveau des analystes, des data scientists, donc pour réaliser tout un tas de tâches diverses, beaucoup en IA également. Donc c'est-à-dire qu'avec cet outil-là qui est Python, vous pouvez faire beaucoup de choses dans l'informatique. Donc ça c'est très cool et c'est pour ça qu'on l'apprend en débutant parce qu'il est simple et puis ensuite on continue à le réutiliser avec un peu plus de niveau en découvrant d'autres complexités, notamment avec l'utilisation de librairies. C'est donc un langage développé par l'informaticien Guido van Rossum, j'espère que je le prononce bien, en 1989, c'est peut-être important à retenir pour le caout de fin de live, et il se nomme ainsi, hein, Python, en hommage à la troupe d'humoristes britanniques que sont les Monty Python. Pour ceux qui connaissent, c'est assez daté, mais c'était effectivement une troupe d'humoristes britanniques sur lequel s'est basé Guido van Rossum pour nommer son langage. Donc c'est un langage orienté objet, alors ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard, pour l'instant on va juste le poser ici, vous le savez, c'est orienté objet. Ça va être important pour la suite, pour plus tard, en tout cas pas pendant ce live, parce que ça peut être très utile pour réorganiser notre code, avoir quelque chose d'un peu plus modulable. Donc, première chose à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'installer le langage. Donc ici, on voit qu'on est en version 3.11.1, donc moi en l'occurrence, je l'ai déjà fait. Donc on voit que si on va sur la page de downloads, des téléchargements, on a directement la possibilité de télécharger, alors pour moi le PKG, puisque je suis sur macOS, mais pour les utilisateurs Windows, un installeur tout simplement Windows. Je vous montre rapidement, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, une fois que je clique dessus, j'exécute le PKG pour moi, et j'ai plus qu'à faire continuer, dire que j'accepte les éléments de la licence et ensuite enfin l'installer en saisissant mon code puisque je suis d'accord avec le fait de l'installer. Alors moi je l'installe ou du moins je le réinstalle, mais en réalité il est déjà installé sur ma machine bien sûr pour préparer un petit peu ce live là. Et du coup une fois qu'il est installé, on va avoir accès, voilà, déjà il nous ouvre un petit peu ce qu'il vient d'installer comme élément, comme fichier. Et on va avoir accès, je peux fermer ça, je peux le supprimer, en commande, en tout cas dans le terminal ou dans comment on appelle ça, la ligne de commande sur Windows, on va avoir accès à une nouvelle commande qui est Python tout simplement, ou Python 3, puisqu'on est en version 3, les deux fonctionnent.
Et là, du coup, on nous dit qu'on est en version 3.11.1, donc c'est bon, la nouvelle version est bien installée et on va pouvoir écrire ici nos scripts Python si on le souhaite. Donc, première chose que je peux proposer, alors je vois qu'Ethan me l'avait proposé plus haut, c'est un truc bien connu des développeurs, c'est pourquoi pas un Hello World. Hello World pour découvrir le langage. Hop, généralement on commence par ça. Donc voilà, on voit que ça affiche bien un print pour imprimer, ça affiche bien à l'écran Hello World, donc ça fonctionne bien. Si je veux sortir de cet éditeur là, on appelle ça le shell Python, j'ai juste à faire appel à une fonction, une instruction qu'on appelle exit avec les parenthèses ici. Je fais exit et effectivement je suis sorti. Je peux à nouveau taper Python si je veux rentrer à nouveau dedans. Python 3, vous voyez que ça fonctionne aussi puisqu'on est en version 3 de Python. Bien, voilà pour les toutes bases en Python, l'installation et un petit peu de son utilisation. Hop, je vais m'organiser comme ça. Tac, donc tout ça je l'ai résumé ici. Donc voilà, on tape Python, on a le numéro de version et puis on peut saisir après les trois chevrons fermants le code Python qu'on veut. On peut déclarer des variables, on peut appeler des fonctions, etc. On est assez libre sur tous ces points-là. Et là par exemple j'avais proposé print bienvenue à l'école Hexagone et du coup j'avais un magnifique message bienvenue à l'école Hexagone qui s'affiche ou qui s'imprime si vous préférez puisque c'est la fonction print qu'on appelle ici à l'écran. Donc bon, ça fonctionne bien, on tape enfin exit pour quitter le shell Python tout simplement. Alors, le truc, c'est que, bien sûr, on va pas toujours, ça serait assez lourd, d'écrire nos programmes dans le shell Python à chaque fois. Non, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va écrire tout notre programme dans un éditeur de texte, un petit peu comme Word ou comme TextEdit pour ceux qui utilisent macOS, ou Blocknote pour ceux qui sont sous Windows, mais quelque chose qui a été pensé pour le code. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser Visual Studio Code, qui est installé juste ici, et je vous ai mis un lien, bien sûr, pour l'installer si ça vous intéresse. Hop. Alors, j'arrive pas à cliquer dessus. Hop. Bon, je vais faire clic droit, lien hypertexte, je l'ouvre, il s'ouvre dans mon navigateur et là comme pour Python vous voyez que j'ai plusieurs versions possibles donc je l'installe sur Mac. Bon là je vais pas vous le remontrer, c'est très simple et une fois que c'est fait je peux le lancer. Alors là on va voir un petit peu comment on peut le lancer assez simplement mais depuis mon terminal, donc comme ça on va voir des petits rappels pour ceux qui connaissent ou une petite découverte pour ceux qui effectivement découvrent les commandes. Les commandes du terminal. Donc je vais nettoyer déjà un petit peu tout ça avec un clear, voilà, pour y voir plus clair. Et puis je vais me placer sur le bureau. Voilà. Si je fais un ls, on va retrouver les mêmes dossiers que j'ai ici. On peut trouver Mikao, desktop ini c'est un fichier qui est caché, live hexagone, vous voyez, qui m'ont servi pour justement ce live là. Et je vais aller dans ce dossier là, donc je vais faire cd pour change directory, live hexagone. Je me rends ici, je peux refaire ls et on retrouve encore une fois tous les dossiers et fichiers que j'ai stockés ici. Donc, magnifique. Alors, moi ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau dossier avec mkdir pour créer un nouveau dossier games dans lequel je vais stocker mes jeux. Donc vous voyez que le dossier s'est créé et bien entendu il est vide pour le moment. Donc moi je vais ouvrir mon VS Code à ce niveau là, donc je fais code, le nom de mon dossier, donc games, et je fais entrer et ça ouvre automatiquement mon Visual Studio Code au niveau de ce dossier. Moi je vais passer en plein écran pour y voir bien, je vais pouvoir refermer mon terminal parce que je ne vais plus le réutiliser et je peux fermer également mon explorateur. N'hésitez pas si vous avez des questions, est-ce qu'on peut zoomer un peu dans le terminal? De toute façon je l'ai refermé mais ouais, effectivement je pouvais, donc pour moi je fais commande plus, pour ceux qui sont sous Windows ça sera plutôt CTRL plus mais c'est le même principe. Voilà, pas de problème, j'ai déjà fini avec le terminal. Dites-moi, n'hésitez pas si pour le code il y a besoin de zoomer par moment. Très bien, donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est de créer notre premier jeu. Je vais l'appeler Right Price puisqu'on a dit qu'on crée le juste prix.py. Voilà, Right Price, admettons, c'est un nom qui convient. Et on va faire un print juste pour tester, un print de bienvenue à l'école Hexagone. Hop. On est en jouet, donc on met un point d'exclamation et pourquoi pas un petit smiley. Et j'ouvre mon terminal, donc là j'ai fait commande %, pour ouvrir mon terminal intégré avec VS Code. Donc vous voyez que VS Code c'est un outil assez pratique qui va nous permettre de nous faciliter un petit peu la vie, notamment en écrivant notre code Python en l'occurrence, en le colorant. Vous voyez qu'il y a une espèce de coloration syntaxique qui s'est appliquée ici. On voit que tout ce qui est entre guillemets c'est affiché en orange et les fonctions plutôt en jaune. Et on voit qu'on a accès même à un terminal. Donc c'est le même que précédemment, sauf qu'il s'est bien ouvert au bon endroit, c'est-à-dire dans Games. Donc ça c'est assez pratique. Et il ne me reste plus qu'à tester un petit peu mon programme. Alors pour l'exécuter, tout à l'heure c'était assez simple. Depuis mon shell Python, je faisais juste entrer. Là ça va être un poil différent, il va falloir que je fasse Python ou Python 3, et puis le nom de mon fichier. Donc moi mon fichier, on l'appelait write price.
Je peux faire tabulation hein, quand je commence à écrire mon fichier. Tabulation, il me propose ce qu'il y a, donc à savoir qu'un seul fichier. Et je l'exécute, et là on voit que le message s'affiche bien, le message enjoué, disant qu'on est bienvenu à l'école Hexagone. Bien, donc ça c'est une bonne chose. Déjà on a réussi à faire tourner notre premier programme Python, donc ça c'est très cool. Donc vous voyez qu'un fichier Python, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais a toujours l'extension .py. Donc c'est important de le retenir, c'est possible que ça tombe comme question au cas où en fin de live. Donc voilà, ici j'avais proposé hello.py, puis je l'avais exécuté, j'avais bien le message qui s'affichait, rien de particulier à signaler. On va voir un petit peu ce que sont les variables. Est-ce que l'un d'entre vous dans le chat voudrait me définir avec ces mots, bien entendu, ce qu'est une variable? Alors, je suis sûr qu'il y a plein de personnes, j'en vois dans le chat, très compétentes qui sauront très bien me définir ce que c'est. C'est un concept de base en programmation qui est commun à tout un tas de langages hein, finalement. C'est vrai qu'en Python, bien sûr, c'est beaucoup utilisé, mais dans tout un tas de langages, d'autres langages, hein, ça existe. Ça existe même en mathématiques d'ailleurs. Alors dites-moi, quelque chose dont la valeur peut changer? Oui, c'est l'idée, et on retrouve ça dans la racine du mot. Variable, ça varie effectivement. C'est quelque chose qu'on va initialiser et qu'on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de l'exécution de notre programme. Donc très bien, écoutez, on va essayer de créer nos variables. Donc en programmation, une variable peut être vue comme une boîte, mais j'aime bien prendre cette métaphore-là, un peu comme une boîte qui serait étiquetée avec un nom, donc ça veut dire qu'une variable a un nom déjà, et qui va contenir une ou plusieurs informations. Alors pour les types primitifs dont on va parler plus tard, ce sera une information. Pour les types structurés, comme des tableaux ou des listes, on en parlera également plus tard, ce sera plusieurs informations. Donc en réalité, il s'agit d'un moyen pour enregistrer des valeurs afin de les récupérer et les traiter ultérieurement dans le programme. Donc c'est vraiment ce que nous a dit, alors j'arriverai pas à redire le pseudo, Nemuri quelque chose, une sorte de conteneur dans lequel on stocke une valeur complètement. Il est possible donc de stocker différentes informations dans une variable. Ça peut être le nom d'un utilisateur, par exemple son panier d'achat, si on est sur un site type e-commerce, la date du jour, son âge, ce qu'on veut. Vraiment ce qu'on veut dans des variables. Donc je vous montre en Python ce que ça donne. On doit utiliser absolument l'opérateur d'affectation, qui est le simple égal. Donc un égal tout court. Un petit peu comme en maths si vous voulez. On va dire que x égale telle valeur, et x égale 6 par exemple. Et on affecte la valeur 6 à x. Et bien là c'est la même chose. On affecte la valeur Chris entre guillemets à first name, grâce à cet opérateur là. Alors là vous voyez déjà plusieurs choses intéressantes. Déjà le prénom en l'occurrence la valeur que je lui donne, je l'ai mise entre guillemets. Parce que c'est un type bien particulier, c'est une chaîne de caractères. Donc pour identifier une chaîne de caractères, ou string en anglais, il va être important de mettre des guillemets, simple ou double, là vous avez le choix. Donc c'est la valeur qu'on a ici. À droite du égal, c'est la valeur. Et à gauche, je vous l'ai dit, c'est la fameuse étiquette qu'on a sur la boîte. Donc c'est la clé, oui, l'étiquette, c'est très bien, je pense. Et vous voyez que par convention, au niveau de Python, on va toujours nommer nos variables en snake case. Snake case, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une convention de nommage. Alors elle n'est pas du tout obligatoire, mais une convention de nommage qui va vous demander de nommer vos variables en l'occurrence et vos fonctions avec un underscore qui va séparer chacun des mots. Donc tous les mots en minuscules et un underscore qui délimite chacun des mots, en tout cas sépare les mots. Alors entre guillemets double car c'est une chaîne de caractères. Oui, complètement. Donc on parle de déclaration ou d'initialisation de variable. Alors ça c'est important de le retenir, déclaration de variable, on va beaucoup en parler. Je déclare telle variable, j'initialise telle autre variable, etc. Donc vous l'aurez compris, une variable Python c'est caractérisé par 3 éléments. Son nom, donc en l'occurrence first name, donc sa clé si vous préférez. Sa valeur, en l'occurrence Chris, mais ça aurait pu être quelque chose d'autre comme 23. Ou son type, ici string ou chaîne de caractères en français. On y reviendra justement, on va en reparler dans le chapitre qui suit. Alors on nous demande est-ce qu'on peut faire du camel case. Alors oui, ça marchera en camel case, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Hop, je vais initialiser ma variable, je vais pas être original, je vais écrire first name. Alors du coup en camel case, donc camel case c'est comme ça, en dos de chameau on va mettre le premier mot tout en minuscule et tous les mots suivants avec une première lettre en majuscule. Et je vais mettre, je suis pas original, je vais garder Chris. Alors et ensuite je cherche à afficher first name, donc pour l'afficher, pour le voir en lecture, ça c'est simple, on met juste le nom de la variable, et puis on l'exécute, et ça fonctionne bien, on voit que ce soit en snake case ou en camel case, ça fonctionne bien. Non, ce qui va être important, c'est de respecter ça, non pas parce que ça ne fonctionnerait pas autrement, mais parce que c'est une convention de nommage. Donc c'est important de se mettre d'accord sur des conventions avant de travailler sur des projets communs, et Python est un langage commun, donc de se mettre d'accord et de se dire, toutes nos variables vont être nommées de telle ou telle autre manière.
C'est vrai que dans beaucoup de langages, notamment web, bah, c'est du camel case, mais c'est pas le cas en Python, donc ça il faut le retenir. C'est plus par bonne pratique encore une fois. Hein. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Ah, bienvenue Nilsson. On continue. Donc, je vous l'ai dit, first name représente l'étiquette de la boîte. Chris, l'information qu'elle contient. Pour retrouver cette information, il suffit d'écrire le nom de la variable. Ici, first name, donc c'est ce que j'ai fait ici et ça fonctionne bien. Donc là, je vous montre qu'on peut y accéder en lecture ou en écriture. Donc, regardez, si je dis que first name n'est plus égal à Chris, mais à Thomas, par exemple, je change de prénom. Et bien sûr, si je fais un print de first name, alors là, j'ai une petite erreur. Ah ben oui, forcément. Alors quelqu'un saurait me dire quelle est mon erreur et comment je peux la corriger. En réalité elle est assez explicite ici. Je vous laisse lire un petit peu ça. Alors là on a vraiment quelque chose d'assez explicite. Très explicite. Donc dites-moi le underscore. Vous voyez c'est complètement ça. Hein. Effectivement, alors ça c'est propre Python, vous voyez qu'ils disent le nom de la variable first name, donc l'étiquette first name, n'est pas définie. Est-ce que vous voulez parler de first underscore name? Donc ça c'est assez pratique. Effectivement, je voulais parler de ça, je me suis trompé, hein, l'erreur est humaine, mais la machine l'a détecté, heureusement pour nous. L'a détecté et nous a dit d'où ça venait. Donc on a vu comment y accéder en lecture, on a vu comment y accéder en écriture à cette variable-là, on peut maintenant modifier sa valeur, donc ça c'est assez fort. Maintenant j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous allez me dire par rapport à cet exercice rapide. Donc j'initialise un first name Chris, j'initialise un new first name Camille, je mets à jour first name avec John et ensuite je print first name. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça va afficher d'après vous? Voilà, pas le bon nom de variable, ouais, vous aviez tous la réponse hein, a priori. C'est pas le nom de variable. Donc oui, John, hein, effectivement. Alors attendez, je bois un coup. Et oui, donc j'initialise first name ici à Chris. Là, je crée une autre variable qui n'a rien à voir. Attention, c'est une variable différente puisque je l'ai appelée new underscore first underscore name. Et ensuite, je réécris par-dessus la première en mettant, attention, ce n'est plus Chris mais John. Donc effectivement, ça affiche John grâce à mon print. Bon, on est sur les toutes bases. On va accélérer un petit peu. Donc pour le nommage des variables, je vous l'ai dit, hein, plutôt du snake case. Et il faut quelque chose d'assez descriptif et éviter absolument les abréviations. Donc ça, c'est par convention et par, comment on appelle ça, par bonne pratique tout simplement. Donc pensez-y, par exemple, isConnected pour savoir si on est bien connecté. Je sais que certains développeurs l'auraient appelé iscon avec 2 N. Moi, je préfère en tout cas nommer correctement, en tout cas entièrement nos variables et éviter les abréviations. Donc attention également parce que Python est sensible à la casse. C'est-à-dire que si je déclare un first name comme celui-ci, un first name comme celui-là, admettons Maxime, voilà. Et bien j'ai 3 variables différentes, hein. Je vais vous les afficher les unes à la suite des autres, donc first name et enfin first name. Si j'exécute, donc on voit bien que c'est 3 variables avec 3 valeurs différentes. Donc attention à ça, ça veut dire que c'est sensible à la casse, hein, ça a beau être la même valeur et on l'entend de la même manière, nous en français, enfin, en tout cas quand on le dit, mais en réalité ce sont bien, au sens du programme, au sens de Python, 3 variables différentes. Donc attention à ça. On va continuer sur les types de données, hein. Je pense qu'ensuite on va pouvoir passer un petit peu plus, peut-être qu'on va même commencer, maintenant qu'on sait écrire des variables, j'aimerais bien qu'on commence doucement cet exercice de, parce que c'est quand même ça qui est le plus drôle, le plus intéressant je trouve, cet exercice donc de juste prix. Alors on va le faire tout de suite, on va commencer. Alors le juste prix, on va se créer, alors je reprends mes notes hein, parce que j'ai pas tout en tête, on va d'abord importer quelque chose qui va être assez utile qui s'appelle random. C'est un petit module Python qui va être assez pratique puisqu'elle va nous permettre de choper des valeurs aléatoires entre, entre 2 valeurs connues. Donc par exemple on demande entre 0 et 100. Donc moi j'aimerais bien mettre le résultat, peut-être que je vais pas l'appeler résultat. Je vais l'appeler résultat, j'ai pas de meilleur nom là. Qui va du coup être égal, on va dire à 25 pour l'instant. Donc à un entier. Et on va mettre le choix de l'utilisateur dans une variable choice qui va... C'est peut-être un peu tôt, j'ai pas encore parlé des types. C'est pas grave, on va revenir dessus. Vous voyez que je mets int ici, il y a une raison, on va en reparler. Et là je mets input parce que c'est l'utilisateur qui va pouvoir saisir quelque chose à la suite de cette chaîne de caractères que je saisis. Donc quel est votre choix? Donc bien sûr on va inviter l'utilisateur à saisir un nombre, on va dire compris entre 0 et 100.
tac, un point d'interrogation, on pense à fermer la parenthèse, on met un espace et comme ça on aura un petit espace pour saisir notre choix. Donc on va essayer d'exécuter le programme. Très bien, allez hop, et directement il me demande quel est votre choix. Il doit être compris entre 0 et 100, donc je peux mettre 25. Et là l'idée c'est qu'ils me disent bravo, vous avez gagné puisque le résultat était 25. Donc faire finalement une comparaison entre result, se demander si result est égal à 25. Donc ça on aimerait bien le mettre en place et pour ça on va avoir besoin des conditions. Donc vous voyez j'ai créé deux variables et je peux même mettre à la place de 25 quelque chose d'un peu plus aléatoire. Donc pour ça je vais faire appel à la librairie random et faire appel plus précisément à randint qui est une méthode de cette librairie là entre 0 et 100. Voilà, comme ça va me donner une valeur aléatoire entre 0 et 100. Donc je print les deux valeurs pour les comparer par la suite. Donc result est égal à, on se demande si result est égal à choice. Donc je vais mettre result et je vais mettre choice ici. Voilà, comme ça on va bien pouvoir comparer nos deux valeurs. Donc j'exécute. Alors j'ai oublié un n ici, c'est randint. Allez, j'exécute. Donc quel est votre choix? Je vais dire 25. Et là il me dit, le nombre aléatoire c'était 51, mais moi j'ai tapé 25. On peut réessayer. Quel est votre choix? 56. Ah, j'étais pas loin, c'était 53. Donc vous voyez qu'on a déjà, alors c'est pas un jeu, j'irai pas jusque là, mais en tout cas on se rapproche un petit peu de ce que pourrait être un juste prix. Donc ça c'est chouette. La prochaine étape ça va être de réaliser une condition et du coup une comparaison de valeurs. Donc là on va devoir avancer un petit peu dans nos supports. Ok, on va parler un petit peu des types de données. Donc en Python, mais en plein d'autres langages de déclaration, de programmation, lorsqu'on déclare une variable, l'ordinateur lui donne automatiquement un type. Ça peut être un type entier, un type flottant, un type chaîne de caractères comme on en a beaucoup parlé déjà, ou un booléen qui est juste une valeur soit true, soit false. Donc ça va être utile justement pour les conditions. Donc ces types de données sont comparables à ceux qu'on peut utiliser en Excel, comme des nombres pour les entiers et les flottants, ou des mots pour les chaînes de caractères. Donc ça, le fait qu'il lui renseigne automatiquement un type, on appelle ça l'inférence de type, et c'est pas propre à tous les langages. C'est-à-dire que le C++, pour le coup, ou le C# également, ou encore le Java, va vous imposer de dire, attention, là je suis en train de déclarer un entier. Là, je suis en train de déclarer une chaîne de caractères. Là, je suis en train de déclarer un flottant. Alors que le Python, automatiquement, est assez intelligent pour savoir quel type de données on va stocker dans la variable. Par exemple, si vous donnez à une variable la valeur 3,14, ça va être un flottant. Si vous lui donnez la valeur 42, ça va être bien sûr un entier. Si vous lui donnez la valeur entre guillemets Chris, ça va être une chaîne de caractères, etc. Donc du coup, vous l'aurez compris, si je donne la valeur 2 à une variable et la valeur 2.0 à une autre variable, elles n'ont pas les mêmes valeurs, en tout cas elles n'ont pas le même type au sens de Python. Ça représente la même valeur en tout cas, mais pas le même type, donc ça c'est important de le garder en tête. Donc voilà quelques exemples. Alors moi j'aimerais bien pour ces exemples que vous me donniez à chaque fois le type. Alors mettez dans le chat si vous voulez dans l'ordre. Alors ça qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt un entier, un flottant? Pareil pour lui, pareil pour lui, pareil pour lui. Donc c'est assez simple, d'autant plus si vous ne débutez pas. Donc dites-moi, je vous écoute. Bonjour Clara, bonjour Lisa qui nous ont rejoint. Bonjour Gabriel. Alors dites-moi dans le chat. Est-ce que c'est plutôt entier? Est-ce que c'est plutôt flottant? Pour ces quatre déclarations donc, de variables là, d'après vous. Ok, donc c'est Tom, ça doit être Thomas je pense. Int, effectivement, là, il n'y a pas de virgule. À partir du moment où vous voyez pas de virgule ou de point, pour être plus précis ici, c'est un entier. Ensuite, on a un float et bien sûr un entier. Donc bravo Thomas. Je pense que c'est Thomas, tu me corrigeras. Du moins un des Thomas. Et notez qu'en anglais, comme en programmation, les virgules s'écrivent avec un point. Donc ça, c'est important. On s'enlève un petit peu du français. Et du coup, on va remplacer toutes nos virgules par des points. Donc ça, c'est très important. Sinon, vous risquez d'avoir des erreurs. Bien. Allez, je continue. Et les booléens, je vous l'ai dit, c'est soit vrai, soit faux. C'est assez facile. Donc on a les mots-clés true avec un T majuscule ou false avec un F majuscule pour déclarer ces valeurs-là. Donc par exemple, est-ce qu'il est connecté? Voilà, une variable qui va stocker du coup true ou false en fonction de ce dont on a besoin à mettre en place. Justement, pendant nos comparaisons, dont on va parler plus tard, ce sont des valeurs booléennes qui vont être envoyées, donc true ou false. Par exemple, si result est égal à choice, ça va renvoyer true. Si par contre ils sont différents, ça renverra false.
Justement, on va en parler et comme ça, on va pouvoir un petit peu entamer ce fameux jeu. Donc en programmation, les lignes de code sont lues et exécutées un petit peu comme un livre, si vous voulez, donc de gauche à droite et de haut en bas. Quand on le lit comme ça, c'est vrai que c'est le cas. On a vu que d'abord, il m'a fait chez Result, puis Choice, mais d'abord, il m'a demandé quel était mon choix entre 0 et 100. Donc ça, c'est vraiment lu de haut en bas et de gauche à droite, comme un livre. Néanmoins, les conditions peuvent permettre d'ignorer certaines lignes. Avec un if, du coup c'est le mot-clé qu'on va utiliser comme instruction, on peut dire on passe cette ligne-là, on passe à la suivante, on évite cette ligne-là si ça ne respecte pas une condition bien précise. Donc les instructions conditionnelles permettent de contrôler le déroulement logique d'un script en lui demandant de lire ou non telle ou telle instruction. Donc je vous ai mis quelques exemples où on va s'intéresser à la vitesse d'un conducteur, admettons. Donc je vais vous montrer un exemple rapide et ensuite on va avancer sur le jeu. Donc je vais déclarer un high speed, donc qui est haute vitesse, et je vais le dire à true. Alors nous on conduit vite. Je vais mettre un if et on va tout simplement lui passer high speed. Donc s'il est en haute vitesse, bien sûr on va afficher, attention, vous êtes en excès de vitesse. Tac. Ok. Allez, je relance mon script. Bon là, bien sûr, on est toujours dans ce script-là, donc il faut attendre d'être en bas. Je mets n'importe quoi. Et bien sûr, je suis en excès de vitesse. Si maintenant je m'amuse à le passer à false, vous vous en doutez, je ne serai plus en excès de vitesse. Et du coup, je ne rentre plus ici. Si je veux afficher quelque chose de différent, je peux mettre un else et faire un print de vous êtes en règle, par exemple. Vous êtes en règle. Petit smiley, on est content, et là, on n'est pas content. Très bien, allez, on exécute tout ça, et on va tester, donc là, peu importe, vous êtes en règle, effectivement, puisque je l'ai mis à false. Donc voilà pour l'exemple, donc à partir de là, on sait que maintenant, on va pouvoir tester si le résultat est égal à choice, à l'aide d'un nouvel opérateur que je vais vous décrire ici, qui va être le double égal. Alors, je sais qu'il y a certains qui connaissent un petit peu le code, est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots à quoi sert le double égal et en quoi il est différent de ce simple égal? Moi, pendant ce temps, je vais écrire le code. Ça va être result. Est-ce que le résultat est égal au choix? Je ne sais pas si je l'appelle vraiment result. Je vais l'appeler random int. Je sais pas si je l'appelle comme ça. Ah mais non, right price. Ah non, c'est très bien, right price, c'est le juste prix. Voilà. Je pense que c'est mieux. On pense à renommer partout du coup. Hop, hop. Ça, je vais le virer. C'était pour l'exemple. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ce double égal? Pinky Whiskey égale Gérald? Non. C'est un opérateur de comparaison. Exactement. Oui, le double égal va nous permettre de comparer deux valeurs, que ce soit des entiers, des chaînes de caractères ou des flottants par exemple, ou même des booléens. Donc attention à ne pas le confondre avec le simple égal qui permet d'affecter une valeur. On est sur de l'affectation, là on est là sur la comparaison. Donc si le prix est le même, on va afficher, bravo. Vous avez trouvé le juste prix. Hop. Le juste prix. Voilà. Et on va même le préciser, c'était right price. Allez, on est très content, donc on lui met un point d'exclamation et un smiley très content. Ok, allez, on va essayer. Alors bien sûr, il y a vraiment peu de chances que je tombe sur le juste prix. Oh, j'étais pas si loin. Mais on va se mettre un petit code de triche. Alors, je vais mettre un petit print ici et je vais mettre le juste prix. Parce qu'on me le souffle, le juste prix et là j'écris right price. Un petit clin d'œil. Voilà, donc on me chuchote la bonne réponse. Et du coup je vais le lancer. Donc on me dit que c'est 89, donc je peux essayer d'avoir juste. Et bien sûr j'ai trouvé le juste prix. Donc là on a un premier programme qui permet de jouer, mais il est assez punitif parce que si vous ne trouvez pas du premier coup, le programme est terminé. Donc je vais mettre justement un petit else. Voilà, si jamais on n'a pas trouvé du premier coup, on affiche dommage, vous trouverez une prochaine fois, par exemple. Ok, allez, on va réessayer. Je vais faire exprès de me tromper. Il me dit que c'est 52, je vais lui mettre 67 et dommage, vous trouverez une prochaine fois. Donc magnifique, on a mis en place notre condition qui fonctionne bien. Je vais pouvoir virer tout ça. Voilà, je garde mon code de triche et on va essayer de faire en sorte que le jeu soit un peu plus permissif et nous permette de réessayer plusieurs fois avant d'atteindre la vérité. Donc pour ça, hop, je vais reprendre mes petites notes. Voilà. Ok.
Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est boucler, en fait, si vous voulez, sur cette condition-là. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des instructions conditionnelles. On en a deux principales en Python. On en a deux. Le while et le for. Alors le for va permettre souvent de boucler sur un tableau, ou va permettre de boucler jusqu'à qu'on atteigne une valeur donnée. Le while va permettre de boucler tant qu'une condition n'est pas validée. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais dire tant que mon prix, le juste prix, en tout cas le choix, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Tant que le prix est différent cette fois du juste prix, que le choix pardon, est différent du juste prix, alors on va afficher, qu'est-ce qu'on pourrait afficher on va pas afficher quelque chose, on va mettre une condition supplémentaire pour se demander si on doit dire c'est plus haut ou plus bas du coup. Quoi qu'on va commencer par afficher dommage, voilà. Hop, réessayer. Voilà, et là on va avoir l'occasion de réessayer. Donc c'est dans le cas inverse qu'on aura du coup ce message là où on a trouvé le juste prix. Et pour qu'il puisse réessayer, on va devoir réinitialiser le choix. Parce qu'autrement, si je mets pas ça, je tombe dans une boucle infinie. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, boucle infinie, puisque j'atteindrai jamais cette valeur-là avec la même valeur sur choice. Il faut que je réinitialise choice si je veux éviter ma boucle infinie. Donc le prix est 96, je vais faire exprès de me tromper, 56, et là on est dans une boucle infinie, dommage réessayer. Tout simplement parce qu'à aucun moment, comme choice j'ai mis 56 je crois, ou je sais plus quoi, je sais plus quelle valeur, et bien forcément je vais jamais être égal au juste prix. Donc pour ça il faut que je réinitialise mon choice pour pouvoir avoir une nouvelle tentative, un nouvel essai, et en plus de ça, ça va permettre de bloquer le programme pour éviter les boucles infinies. Donc c'est parti. Alors, il me dit que c'est 3, je vais me tromper volontairement, hop, et là je réussis. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Néanmoins, un juste prix, vous le savez, ça doit permettre de préciser. On fait une boucle pour la condition, ouais, complètement. Je vous disais, pardon, un juste prix, ça doit permettre de savoir également si c'est plutôt plus ou moins que la valeur qu'on est en train de proposer. Donc du coup, on va mettre un petit if. Donc si le choix est inférieur au juste prix, alors on va écrire, attention, le prix est plus haut du coup. Hop, voilà. Donc on lui indique, sinon, d'ailleurs je vais le mettre comme ça, sinon, on va dire que le prix d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis price, le prix est plus bas. Voilà. Je vais enlever le dommage réessayer, le prix est plus haut, le prix est plus bas, ça suffit amplement. Et on va réessayer pour voir si j'arrive sans la solution. Je vais la commenter. Donc vous voyez que le dièse me permet de commenter une ligne. Je peux commenter plusieurs lignes avec le triple, comment on appelle ça, guillemet double. Et je peux commenter jusqu'ici par exemple, et ça me commente uniquement ces deux lignes là. Hop, hop, voilà. Très bien. Vous voyez qu'également l'indentation est assez importante au niveau des while et des if. À chaque fois qu'on est à l'intérieur de quelque chose, on a les 2 points ici et du coup on met une tabulation supplémentaire. 2 points, tabulation supplémentaire. Ça va être très important en Python. Dans d'autres langages, vous avez des accolades qui vont permettre de délimiter ces blocs-là. En Python, c'est tout simplement les tabulations qui vont vous permettre de délimiter ces blocs d'instruction. Allez, c'est reparti, on l'exécute. Ah mince, j'ai oublié de commenter ça. Alors, on va éviter de tricher cette fois. Je vais essayer de gagner. Ok, allez, entre 0 et 100, donc je vais tabler à peu près au milieu, c'est plus haut. Allez, 78 par exemple, c'est plus bas, bien sûr. On va lui mettre 65, c'est plus... Ah non, c'était plus haut que 78, my bad. 90, c'est plus bas. 85, admettons. Je vais jamais y arriver. Plus bas. On doit être dans les 75 dans ce cas. Plus haut, 77. Plus haut, 78. Bon là, il n'y a pas 36 000 solutions, donc c'est forcément 79. Ok. Donc bon, ça a pris un certain temps, ce qui serait justement intéressant, je viens d'y penser, c'est faux, c'était préparé bien entendu, ce serait en tout cas de savoir combien de fois j'ai essayé avant d'obtenir la bonne réponse. Donc pour ça, je vais mettre en place un compteur. Donc je vais me le mettre ici, un tries, donc le nombre d'essais, que je vais initialiser à 1, parce que de base, il y aura forcément un essai ici. Ok, très bien. Donc ce tries là, on va l'incrémenter, on va lui ajouter 1 à chaque fois qu'on a fait un essai. Donc autrement dit, juste ici, à chaque fois qu'on a saisi le choice. Donc on va faire
tries, pardon, plus, enfin égal, lui-même, plus 1. Alors cette syntaxe-là, elle peut être simplifiée. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, d'après vous, comment elle peut être simplifiée avec vos connaissances? Qu'est-ce qui va permettre de simplifier cette commande-là? Oui, donc Thomas nous propose le plus égal. Alors attention, pour ceux qui connaissent les autres langages, le plus n'est pas valable en Python malheureusement. Donc plus qui permet l'incrémentation. Donc à la place, on a le plus égal qui est très bien aussi. Hein, plus égal 1 plutôt. Donc voilà, on incrémente de 1, on ajoute 1 à la valeur de tries à chaque fois qu'on essaye. Donc bah, moi ce que je vous propose c'est peut-être d'afficher ici. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Et on va mettre essai numéro. Hop, si j'arrive. Voilà, numéro, hop, tries. Ok, et comme ça on va pouvoir savoir combien d'essais il nous faut pour trouver la bonne valeur. Essai numéro 1, c'est plus bas, c'est plus bas. Bon, je vais peut-être pas finir le jeu aussi. Mais moi ça m'amuse. Hop, c'est plus bas que 25. Ouais. Bon, je m'arrête là. Ah non, je l'ai presque. Ah, très bien. Donc là, on se rend compte que finalement, ça peut être assez long. J'ai mis 10 essais et dans tous les cas, je peux gagner. Donc peut-être soit bloquer l'utilisateur, soit peut-être lui mettre à la fin... ouais, on va faire ça. On va déjà lui mettre une petite instruction. Je réfléchis. Voilà, on va dire si le nombre d'essais est supérieur à 10 ou supérieur à 8. Ouais. On va lui afficher un message différent. On va lui dire, bon bah, vous avez trouvé le juste prix en temps, donc la variable d'essai. Et vous pouvez me faire, je suis sûr que vous pouvez mieux faire. Hop là. Sinon, c'est que le mec est balèze. Hein. Il a trouvé en moins de 8 essais. Hop. Bravo, vous avez trouvé le juste prix. Et on va lui rajouter. Hop. Vous l'avez trouvé en. Temps d'essai. Voilà. Et c'est assez impressionnant. Allez, on va réessayer, je vais tricher cette fois. Pour voir si ça fonctionne bien. Le juste prix, 45. Allez, hop. Voilà, très impressionnant, je l'ai trouvé en un essai seulement, donc ça c'est fort. Cool. Je vois qu'il nous reste 8 minutes avant qu'on passe au caout. On va peut-être le démarrer d'ailleurs avant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Dites-moi si tout est clair. Est-ce que vous voulez voir peut-être d'autres petites règles qui seraient rapides à implémenter ici sur ce premier jeu? Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire le pendu, ce qui est dommage parce que c'est un chouette jeu mais un peu plus complexe à mettre en place. Peut-être l'occasion d'un prochain live. Donc dites-moi, est-ce que on peut même faire une condition pour limiter les essais? Ouais, complètement. Allez, on peut tenter ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais bloquer si on a dépassé. Voilà, je peux dire un truc comme ça. Alors, je vais peut-être pas le mettre ici du coup. Voilà. Si tries est, on va dire, supérieur ou égal à 10, voilà, ça commence à devenir compliqué. Ou strictement supérieur. Ouais, strictement supérieur à 10. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Si c'est le cas, si on dépasse 10 et qu'on veut du coup bloquer l'utilisateur et le faire arrêter le jeu, on va déjà lui afficher un message, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour bloquer et arrêter le programme? Quelque chose d'assez simple. Vous avez dépassé les 10 essais. 10 essais. C'est pas terrible. Je vais quand même mettre perdu. Hein. Perdu, hop. Alors, perdu triste. Voilà. Vous avez dépassé les 10 essais, c'est pas terrible. Tac. Et ça, c'est de l'affirmatif. Alors, exit. Je suis pas fan de exit.
J'aurais pas fait comme ça. Ah oui, Gabriel là, donc oui, ça existe. Sortir de la boucle, on nous dit oui, si ça existe en Python, je dirais break. Et oui, ça existe en Python comme dans beaucoup de langages, effectivement. Donc break, et comme ça casse la boucle à ce niveau-là. Je suis sûr qu'il y a d'autres manières, mais celle-ci en est une qui devrait fonctionner en théorie. Donc on va tester ça tout de suite, entre 0 et 100. Alors je vais faire du coup plein d'essais, je vais essayer que 1. C'est numéro 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, en théorie, il me bloque. Donc, c'est perdu. Vous avez dépassé les 10 essais. C'est pas terrible. Et donc, on est déçu. On repart déçu de ce petit jeu-là. Une autre... Oh là, shutdown. Ah ouais, un peu complexe, un peu complexe ta commande. OS System Shutdown. Ah ouais. Ça va peut-être même... je sais pas ce que ça fait exactement. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, si vous n'avez pas plus de questions, c'est de passer au Kahoot. Il nous reste 15 minutes, je pense que ça devrait se faire sans problème. Il y a 10 questions. Donc Kahoot, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. C'est un quiz en ligne. Oh là, il y a déjà quelqu'un d'inscrit du coup. Déjà midnight. C'est un quiz du coup qui va vous permettre de tester vos connaissances comment on dit, fraîchement acquises autour de Python en l'occurrence, et qui sont toutes liées, ces questions-là, que je vais vous donner, il y en a 10, tout en lien avec ce qu'on a à découvrir ici. Le gagnant, sachant que le gagnant remporte, on l'a dit, 2 places pour le... J'ai déjà oublié le nom, alors attendez... Le Paris Fan Festival. Alors je connaissais pas, mais ça a l'air très cool. C'est sur la pop culture, il y a à peu près tout, du manga, du Marvel, ce que vous voulez, de la pop culture globalement. Tiens, j'ai peut-être un lien à vous montrer. Hop, pendant que vous vous inscrivez. Voilà, vous voyez que ça a l'air cool. Voilà, il y a Django Fett, il y a du My Hero Academia, il y a du Star Wars, tout ce que vous voulez, du cosplay. Donc ça a l'air très chouette. Et donc si vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. Du coup, je vous laisse vous inscrire. Ça lance une commande CMD qui va éteindre ton ordi. J'en m'en doutais, mais j'étais pas sûr. Balèze. Balèze, mais tu peux le faire sans droit, ça? Sans droit particulier? Je vais pas le tenter pendant le live, mais je suis curieux, du coup, je vais le noter quelque part. OS System, Shutdown. Moi, je pense qu'il faut importer OS, du coup. Ça aurait pas fonctionné comme ça. Hop. Allez, je me le note de côté, j'irai tester ça, je suis curieux. Ok, je vais vous laisser, disons, jusqu'à 48 pour vous inscrire. Le Pro Symfony, yes. Je sais pas. Je vais vous laisser, du coup, jusqu'à 48, ouais, j'ai dit, pour vous inscrire. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais vous êtes en cours d'inscription et vous avez besoin de plus de temps. Donc 10 questions, le but c'est de répondre juste bien sûr, mais le plus vite possible pour tenter d'obtenir le plus de points et repartir avec ce beau cadeau. Donc bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Faites-vous, je vais démarrer, hein, même s'il est à mon avis presque 48. Faites le savoir si vous êtes en train de vous inscrire, mais sinon je vais démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Bien. Ok, introduction à la programmation en Python, c'était un peu le sujet, effectivement. Donc, dans 3, 2, 1, ça démarre. Vous avez 20 secondes par question. Et on commence avec la première. En quelle année, bien sûr, a été développé le langage Python? En 1889, en 1989, en 2010 ou en 2001, d'après vous? Sachant que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr. Dites-moi tout. Ok, tout le monde l'avait pas. Alors, il y en a certains qui se sont fait avoir. Et non, ça date pas du 19e siècle, malheureusement. C'est bien du 20e. Et du coup, il y a quand même une personne qui a mis 2010. Et non, c'est pas si récent, hein, quand même pas. Bravo, Obi. Alors, je sais pas qui c'est sur le chat. Ah, mais si, je pense savoir. C'est la personne qui a voulu faire couper le live. À quoi fait-on référence, le nom du langage Python? À l'espèce de serpent du même nom, donc le Python, au groupe de rock Python Lee Jackson, à la troupe d'humoristes Monty Python, ou à rien de particulier, parce que c'est juste parce que ça sonne bien. D'après vous, c'est vrai que ça sonne bien. Aïe aïe aïe, coup dur, il fallait écouter mon cours, hein. Et non, à la troupe d'humoristes Monty Python, hein, effectivement,
troupe d'humoristes britanniques. Et bien tenté pour ceux qui ont pensé au serpent, mais non. Ah, du coup, c'est S qui passe premier. Alors, je sais pas qui c'est, mais bravo à lui ou à elle. À elle ou à lui. Troisième question, quelle instruction Python permet d'afficher le langage bienvenue à l'école Hexagone, choisi au hasard, dans le terminal, d'après vous? Est-ce que c'est echo, bienvenue à l'école Hexagone, qui va parler à certains? Est-ce que c'est print, entre guillemets, bienvenue à l'école Hexagone? Et entre parenthèses, display, entre parenthèses et guillemets, bienvenue à l'école Hexagone? Ou enfin print, sans les parenthèses, mais uniquement les guillemets, bienvenue à l'école Hexagone? D'après vous? Ah, c'est simple, hein, pour ceux qui ont déjà vu du Python, très simple. Bien. Il y a quand même des réponses fausses. Mais dans l'idée, effectivement... Alors, display n'existe pas. C'était un piège. Echo existe, mais dans un autre langage. Est-ce que quelqu'un l'aurait dans le chat? Quelqu'un fan de ce langage? Je pense à Ethan, par exemple. En quoi... en quel langage? Bash? Ah, possible. Possible, mais je pensais pas à celui-là. Est-ce que vous l'aurez? Je pensais pas à celui-là. Hein. Un où je donne cours à l'école... Le C, non, je pensais pas celui-là non plus. C'est print d'ailleurs en C, je crois. Le bash, bon bah écoutez, vous l'aurez pas, je crois. Bon bah c'était PHP hein, que je voulais dire. Batch, non non plus. Enfin un bash peut-être, hein, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas je pensais pas à lui. Allez, on continue. Quatrième question, quelle extension a un fichier Python? Est-ce que c'est .python, .p, .py ou .py d'après vous? Ça bien sûr, on vient de le faire, on vient de le voir, hein. Rien n'est nouveau. Bien, ah, il y a quand même une personne qui s'est trompée. On continue. Question suivante. Je ne sais pas qui est S, mais il est très très fort ou elle est très très forte. On continue. 4 questions d'affilée, juste. Quelle instruction permet de quitter justement un shell Python? Est-ce que c'est remove, close, exit ou out? Ou peut-être, c'était quoi? os.system shutdown? Dites-moi. Donc oui, effectivement, c'est exit, out et remove n'existant pas, close non plus. Bravo à Obi, on continue, 6ème question. Sur 10, quelle commande permet d'exécuter le fichier hello.py? Est-ce que c'est python hello.py, py hello.py, juste hello.py ou exec, pour exécuter bien sûr, hello.py? D'après vous, pareil, on vient de le faire. S is on fire, et oui, effectivement, ouais. Je sais pas qui c'est S, vous me direz. Est-ce que s'il doit repartir avec des boîtes cadeaux, il faudrait qu'il se signale. Donc, effectivement, c'est 5. C'est Python, pardon. Eh, vous êtes quand même pas mal à vous être trompé. Et non, exec, ça n'existe pas, hein, pas en Python en tout cas. On continue. Tac. 7ème question. Quelle convention de nommage suivent les variables Python? On en a pas mal parlé également. On a discuté là-dessus. Est-ce que c'est du camel case, Pascal case, kebab case ou snake case? Donc vous voyez qu'à chaque fois je respecte ces conventions-là dans mes exemples. Pascal case, hein, c'est pour nommer les classes souvent dans programmation orientée-objet. Camel case pour beaucoup de langages. Kebab case souvent pour les classes CSS. Et snake case, alors ça c'est à vous de me dire. Donc oui. Hein. Aïe aïe aïe, coup dur, on l'a dit, on l'a vu. Snake case, hein. Regardez, c'est que du snake case ici. Write price par exemple. J'ai pas beaucoup d'exemples. Bon, write price en tout cas, c'est un exemple qui fonctionne. On a eu first name également pendant les cours. Je continue. Et c'est Jeannette qui passe en première position. Bravo à toi, Jeannette. On continue. Question 8 sur 10. On arrive à la fin en Python. Quel est l'opérateur d'affectation de valeur? Est-ce que c'est le égal simple, double égal, le point d'exclamation égal ou enfin le 2 points d'après vous pour affecter une valeur à une variable donc hein. D'après vous. Et oui, donc c'est le égal simple, hein, le double égal étant pour la comparaison. Attention à ne pas les confondre, on l'a bien dit. On continue. Hermo, je crois que c'est Mossine Hermo, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hop, on continue. 9ème question sur 10, on arrive à la fin. Quelle syntaxe permet de déclarer une variable first name en Pascal case, donc en snake case, contenant la valeur Chris? Est-ce que c'est var first name égale Chris avec des guillemets, first name égale Chris sans guillemets, first name égale Chris avec guillemets, let first name égale Chris avec guillemets? D'après vous, lisez bien les réponses possibles. Et ah là,
coup dur, hein. Et non, j'avais oublié les guillemets là, volontairement. Donc ça peut pas être celle-ci. Celle-ci, elle marchera pas, hein. Là, sinon, il va penser que c'est une variable qu'on a déclarée plus haut, Chris. Ce qui est faux, puisque les variables, on les nomme en snake case. Et là, c'est pas du snake case. Donc non, oui, c'était ça, hein. Var first name et let first name, ça vient d'un autre langage, qui est le JavaScript. First name égale Chris, tout simplement, entre guillemets. Bravo à Obi, on continue. 10e question sur 10. Quelle syntaxe suivre pour afficher un message du style « Bonjour Chris » en utilisant la variable first name d'après vous? Donc est-ce que c'est bonjour, entre guillemets, virgule, first name, virgule, point d'exclamation? Alors lisez bien ici, ça va être important. Print, bonjour, entre guillemets, virgule, first name, virgule, point d'exclamation, fermez les guillemets. Bonjour, first name, point d'exclamation, sans les guillemets. Ou enfin, bonjour, first name, avec un espace ici. Et ça va être important. Effectivement, vous êtes pas mal à l'avoir eu. Elle est pas cool, je trouve celle-ci. Parce que là, vraiment, les espaces, ça se voit à peine. Mais effectivement, si on avait laissé comme ça mettrait des espaces en trop. Donc attention, vous avez bien fait de mettre, en tout cas à majorité, la première réponse. Donc sur le podium, on retrouve en 3e position Jeannette, bravo à toi, on peut l'applaudir depuis chez nous. En 2e position, on retrouve Obi qui était premier tout à l'heure, c'est un peu les boules ça. Et en premier, on retrouve Thomas. Ah oui, tu es remonté au tout dernier moment. Donc c'est un des 3 Thomas, je pense. Donc je te laisserai te rapprocher de l'école. Peut-être Camille partage un mail sur le chat pour que Thomas puisse se rapprocher de toi pour gagner son beau cadeau. Et en profiter, tu nous raconteras tout ça. Très bien, et bien écoutez, voilà ce qui conclut ce premier live pour l'école Hexagone. Alors on pourra se retrouver alors là on va l'espacer quand même pas mal parce qu'on a peu de disponibilité en commun, dès le 8 mars prochain entre 21h et 22h, tout ça vous sera rappelé sur les LinkedIn de l'école et sur mon LinkedIn également personnel, donc n'hésitez pas à nous suivre. Retrouvez également l'école ce week-end justement au salon de l'étudiant si vous avez envie de nous rencontrer, donc n'hésitez pas, c'est à Porte de Versailles au stand N2. Et voilà, pour tout ce que j'avais à dire, on se retrouve du coup dans un petit mois. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine.